On reçoit aujourd'hui Mme Amélie Hintz, qui est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec pour discuter des différents enjeux et des défis qui touchent les télévisions communautaires. Bonjour Mme Hintz. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Et il y a différents dossiers sur lesquels on voulait discuter avec vous, notamment la loi C-18 dont on entend beaucoup parler dans les médias présentement, la loi sur les nouvelles en ligne. Tout d'abord, en quoi ça consiste? Oui, la loi qui a été adoptée récemment au Parlement, ça touche en fait toute la production des nouvelles en ligne puis de la manière qui circule dans la société. Donc, l'objectif de cette loi-là, c'était de faire payer les plateformes sur lesquelles vont circuler ces nouvelles-là, mais qui ne participent pas en ce moment à la création de ces dites nouvelles-là. Donc, c'était pour un peu ramener le balancier du fardeau de production, de ramener un peu d'argent dans la production de ces nouvelles-là qui circulent en ligne pour toutes les plateformes qui ne participaient pas financièrement à ça. Donc, évidemment, cette loi-là touchait principalement Google et Facebook. Et Facebook, donc, a décidé de ne pas y participer et c'est ce qui a mené au blocage de Meta, dont les grandes entreprises et les plus petites ne peuvent plus diffuser de nouvelles sur Facebook, par exemple. Exactement. Donc, Facebook, plutôt que de devoir se plier à la loi et passer par le processus et financer la création de nouvelles, ils se sont dit, bon, on va juste simplement empêcher la distribution des nouvelles sur notre plateforme. Donc, on ne sera plus obligé d'être soumis à cette loi-là. Donc, c'est la manière qu'ils ont trouvé là, pour rentrer dans la loi. Google, lui, a négocié, a continué les négociations, puis ils en sont venus à une entente, en fait, avec Patrimoine canadien, avec le gouvernement, pour financer à hauteur de 100 millions de dollars par année, un montant qui va être indexable là, d'année en année, la création des nouvelles. Et sur ce 100 millions-là, quel pourcentage environ pourrait toucher les télévisions communautaires? En fait, le 100 millions, déjà, il a été divisé en 3 sections. Donc, il y a 63 % de ce 100 millions-là qui va aller directement à la presse écrite. La presse écrite, mais en fait, c'est la presse en ligne parce que ça touche les nouvelles qui peuvent être distribuées sur les plateformes. Donc, ceux qui produisent et qui mettent leur contenu disponible en ligne. Il y a un 30 % qui va être destiné aux distributeurs, aux autres distributeurs, câbleaux, radio, etc. Et il y a un 7 % qui va aller à Radio-Canada, CBC. Donc ça, c'est un 7 % qui est comme acquis un petit peu. Oui. Puis ensuite, le 30 %. Puis, comment est-ce que les télévisions communautaires vont pouvoir avoir accès à ces fonds-là? Bien, en fait, le processus, il est en cours en ce moment même. Google en ce moment, cherche à trouver une organisation indépendante qui va représenter tous les secteurs et qui va s'occuper de la distribution de l'argent. Donc, c'est le mandat qu'a voulu mettre sur pied Google pour la distribution de l'argent parce que lui, il ne veut pas être impliqué dans la distribution. C'est ça, il dit, prenez mon argent. Exactement. Donc, il veut, en ce moment, il y a des pourparlers avec plusieurs réseaux différents, donc journaux, les entreprises de distribution sur le câble, la radio, etc., pour en venir à une entente, en fait, sur quelle serait la structure de cette organisation-là qui va être en charge de distribuer le 100 millions de dollars. Oui. Donc, évidemment, nous, on fait partie du 30 % du 100 millions. C'est là-dedans qu'on se situe. L'argent devrait être distribué en fonction de la grosseur de salle de nouvelles. Parce que cet argent-là doit financer des journalistes, des nouvelles, la création de nouvelles dans des organes de presse déjà existants. Donc, ça ne cherche pas à créer des nouvelles structures ou ajouter du journalisme là où il n'y en a pas. C'est vraiment pour ce qui existe. Donc, évidemment, ça va dépendre de combien de médias, de journalistes
appliquent pour avoir accès à ce 100 millions-là. C'est extrêmement difficile à évaluer parce que là, il faut faire un paquet de calculs sur, bon, il y a combien de journalistes au Canada, etc. Donc, on peut avoir une idée, grosso modo, de combien ça pourrait représenter pour les médias communautaires, mais c'est extrêmement difficile à évaluer. Puis, ça va dépendre aussi, bon, de combien de personnes vont faire une demande. Exact. Donc, on en est rendu là dans le processus. Le processus de demande de financement, il est ouvert en ce moment à Google. Donc, jusqu'au 30 avril. Exactement. Donc, il reste encore un mois et quelques jours là, pour soumettre une demande. Donc, on est en train de nous travailler pour avoir des réponses aux questions qu'on se pose encore parce que, évidemment, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ça n'a jamais été fait. Ça fait pas longtemps que c'est ouvert. Donc, il y a gros des questions que même Google n'a pas les réponses. Donc, il faut aller chercher, fouiller avant de vraiment se commettre parce qu'on veut pas faire d'erreur puis on veut s'assurer qu'il y ait que le nombre le plus important de nos membres ait accès à ce fonds-là. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille là, en ce moment. Et ce 100 millions de dollars-là, c'est un montant unique que Google verse? C'est pas annuel ou... Bien, oui, ça va être annuel, en fait. Ah, c'est annuel? Oui, c'est ça. Donc, tant que l'entente va tenir, c'est un 100 millions indexable. Donc, ça veut dire qu'à chaque année, ça va probablement augmenter. Les demandes d'accès à ce fonds-là vont se refaire à chaque année. Donc là, évidemment, les montants pourraient potentiellement varier d'une année à l'autre parce que s'il y a un média, par exemple, qui ferme puis qui avait accès à cet argent-là, ça veut dire qu'il y a moins d'argent, il y a moins de journalistes à qui distribuer l'argent. Donc, ça peut... Il y a tellement de facteurs là, que la première année, ça va être vraiment l'année de test. On a bien hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. Mais il faut être réaliste, 100 millions, c'est très, très peu. Là. Oui. C'est très peu pour financer... Pour l'ensemble du Canada. Exactement. Le journaliste partout au pays. Donc, il ne faut pas s'attendre à des dizaines et des dizaines de milliers de dollars par journaliste. Là. Ça ne sera probablement pas ça. Là. Puis, on ne peut pas non plus simplement se baser sur des entreprises privées pour venir financer... le journalisme non plus. Il faut que les gouvernements s'impliquent. Ça, c'était une manière, en fait... Puis, est-ce que pour vous, c'était une surprise que Facebook n'embarque pas là-dedans? Une surprise, non. Une déception, oui, parce que moi, je pense que chaque compagnie devrait avoir une responsabilité sociale par rapport à ce qu'ils diffusent sur ces plateformes. Puis, ça n'aurait pas... Il y aurait eu moyen de, tu sais, pour Facebook selon moi, d'être un meilleur citoyen corporatif. Oui. Donc, une déception, oui, très certainement. C'est dommage parce que c'est plusieurs millions de dollars qui ont été perdus avec le retrait de Facebook, mais c'est un peu aussi la faute de la manière que la loi elle a été élaborée parce qu'elle a permis à Facebook de se retirer. Ouais. Et puis là, on n'a plus aucun argument pour lui dire tu dois payer pour le contenu qui est diffusé sur ton site puisqu'il ne diffuse plus ce contenu-là sur le site. Donc, on n'a plus aucune option. Donc, on évalue à 250 millions de dollars qui auraient été perdus par cet accord-là. Donc, c'est quand même considérable. Oui. Puis, en discutant peut-être avec les différentes télévisions communautaires, quel a été l'impact direct ou indirect là, du blocage de Meta sur leurs revenus, par exemple? Oui, bien, toutes les télévisions communautaires qui ont perdu accès à leur page Internet, c'est sûr que c'est la connexion avec le citoyen. C'est parce que, tu sais, Facebook, Messenger, c'était vraiment un outil qui est très, 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 très utile pour les médias en général. Ils communiquent beaucoup avec ça. Donc, il y a eu cet impact-là. Puis, c'est sûr qu'il y a eu un impact sur le trafic, sur les sites web, parce que nécessairement, quand tu fais voyager ton contenu sur Facebook, les gens le partagent, il est plus vu, il y a plus de chances que les gens aient cliqué sur ton lien puis qu'ils aient accès à ton site Internet, où là, le site Internet peut être monétisé avec la publicité qu'on y retrouve. Donc, c'est sûr que c'est des pertes de trafic, des pertes monétaires, puis des pertes de visibilité aussi. De visibilité, puis d'interaction avec les citoyens. C'est une partie de notre mission à la télévision communautaire
d'engager le citoyen dans des discussions qui concernent notre société. Donc, c'est très, très dommage. Oui, totalement. Parmi les initiatives que la Fédération a mises en place, il y a le lancement de rencontres régionales. Donc, vous allez rencontrer différentes en fait, l'ensemble des télévisions régionales à travers le Québec sur les prochaines années. Oui. Donc, d'où vous est venue cette idée-là? C'est quoi l'objectif? Oui, bien en fait, c'est une idée, ça faisait longtemps qu'on avait en tête, mais bon, évidemment, il y a eu, ça fait bizarre de parler de ça aujourd'hui, là, mais il y a eu la COVID qui a fait en sorte que, bon, on s'est dit, c'est peut-être pas le moment de lancer ce genre de rencontre-là. L'objectif, bien, c'est d'aller à la rencontre de nos membres plus souvent, parce qu'on a l'habitude de faire une tournée comme on a fait au printemps passé, où on va visiter vraiment l'ensemble des membres, mais ça, c'est pas possible de faire ça à chaque année parce que ça demande énormément de temps. Puis ça coûte très cher, évidemment, là, faire promener une équipe partout au Québec. Donc, on s'est dit, bien, peut-être qu'à la place, on pourrait organiser des rencontres régionales. Puis, comme ça, à terme, on en fait un peu à chaque année. Puis, au bout de 2, 3, 4 ans, bien, on fait le tour de nos membres comme ça tout le temps. Ça permet de rester en contact, de s'assurer que, bon, on est au courant des besoins réels des membres. Mais ça permet aussi de rassembler les TV communautaires d'une même région ensemble pour pouvoir échanger. Ça, c'est des choses qu'on s'est fait demander beaucoup. Les gens apprécient énormément le congrès pour ça parce que c'est un lieu d'échange. Puis là, c'est rare que tu peux parler à d'autres TV de OK, c'est quoi vos enjeux, comment vous faites pour régler ça. Puis vraiment, ça permet d'avancer plein d'affaires puis de partager des projets, des bons coups. Fait qu'en faisant des rencontres régionales, ça permet, je pense, cet échange-là qui est nécessaire aujourd'hui. Oui. Puis, en écoutant vos membres, est-ce que les enjeux sont similaires généralement d'une région à l'autre, les problématiques qui sont soulevées? Oui, ça va se ressembler beaucoup. C'est sûr qu'il y a des particularités par région ou aussi par grosseur de la TV, parce qu'on a des télévisions qui ont un budget annuel d'à peine 100 000 puis d'autres qui approchent le million. Donc, c'est des réalités qui sont complètement différentes. Par contre, il y a des enjeux qui vont se ressembler d'une télévision à l'autre. On a beaucoup de difficultés avec le recrutement de la main-d'œuvre. Le recrutement de bénévoles est de plus en plus difficile, surtout après la pandémie. Il y a eu une chute quand même notable du nombre de bénévoles qui s'impliquaient pendant la pandémie, puis on n'a jamais réussi à revenir au niveau pré-pandémique. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, qui est vécu par n'importe quel organisme communautaire, là, je dirais, en général. Fait que oui, il y a des enjeux comme ça qui vont être semblables. Puis au niveau de la production aussi, tu sais, sur, comment vous réussissez à produire avec ce que vous avez, avec un staff réduit, comment vous allez chercher vos sujets, etc. Fait que c'est ce genre de choses-là qui va pouvoir être discuté là, en rencontre régionale. Oui. Puis comment est-ce qu'en regroupant les différentes télévisions régionales par secteur comme ça, ça permet peut-être des collaborations entre les différentes télévisions? C'est quoi des collaborations possibles, par exemple? Ben oui, absolument. Ben c'est sûr que si on se permet de vraiment rêver, là, il peut y avoir du partage d'employés parce qu'il y a quelqu'un qui peut couvrir, faire du journalisme dans plusieurs régions. Quand le montage, après ça, est partagé, ou même le montage peut se faire à distance. Aujourd'hui, là, c'est possible de faire ça de n'importe où. Donc, oui, il peut y avoir du partage d'employés, du partage d'émissions, de la collaboration sur la couverture de certains événements qui sont plus régionaux, qui peuvent être distribués entre les TV présentes pour assurer une meilleure couverture de la région, puis éviter qu'il y ait un dédoublement du travail qui ne serait pas nécessairement productif. Donc, c'est évident que plus on va mettre en contact les TV entre elles, puis même avec les autres médias, bien, plus ça va alimenter ce genre de projet-là de collaboration. Oui, puis vous l'avez nommé, d'autres médias ici, dans la vallée du Richelieu, par exemple, bien, il y a les radios régionales, il y a les médias locaux, la presse écrite aussi. Donc, on essaie d'ouvrir le dialogue avec eux puis voir comment on peut collaborer. Donc, c'est évidemment très important à ce niveau-là. Oui, absolument. Un autre gros dossier, c'est la loi C11 cette fois-ci. Tantôt, on a parlé de la loi C18, maintenant la C11 qui est par rapport à la diffusion en continu en ligne. Donc, pouvez-vous nous dire un peu en quoi ça consiste et en quoi ça touche les télévisions?
Oui, bien en fait, C11, c'est la loi sur les plateformes en ligne, comme on l'appelle communément pour faire plus court. C'est pour, en gros, là, c'est pour faire rentrer les plateformes de diffusion en ligne dans le système de câblo-distribution canadien. Le CRTC gère la câblo-distribution au Canada. Donc, quand tu veux avoir, par exemple, un câblo-distributeur qui offre un service de câble chez vous, tu dois obtenir une licence du CRTC pour ce faire. Tu vas avoir un territoire, puis tu vas avoir surtout des exigences à remplir en termes de, entre autres, contenu canadien, Oui. en termes de création de nouvelles, etc. Contenu francophone, spécifiquement Exactement, au Québec. exactement. Donc, il y a plusieurs spécifications comme ça qui vont faire partie de ta licence. Les entreprises en ligne, elles, ne sont pas soumises à ça parce qu'elles n'ont pas de licence. Elles n'ont pas besoin d'obtenir une licence au niveau du CRTC pour faire de la diffusion. Là, évidemment, on parle les plus évidents, c'est Netflix, Disney+, etc. Donc, c'est de les faire rentrer dans ce système-là pour s'assurer que la production de leur contenu respecte aussi des exigences qui sont en place pour les câblo-distributeurs sur le territoire. Donc, c'est une espèce d'équité qui est recherchée. Puis, c'est aussi une manière de leur dire, bien, parce que vous devez respecter des quotas de contenu canadien pour éviter que notre marché soit inondé avec du contenu étranger, vous allez devoir participer à son financement. Donc, c'est là où ça peut avoir un impact sur la TV communautaire parce que les câblo-distributeurs, en ce moment, doivent ou peuvent financer la télévision communautaire avec un pourcentage de leur revenu brut. Donc, nous, ce qu'on a demandé au CRTC, c'est la création d'un fonds pour financer la TV communautaire. Et l'argent viendrait justement de ce pourcentage de revenu brut-là qu'on pourrait prendre des entreprises en ligne pour financer la production de contenu d'accès qui est fait par les télévisions communautaires. Donc, ça serait une manière de faire participer les entreprises en ligne à la création et au financement de ce contenu-là, tout comme les EDR doivent le faire en ce moment. Et vous étiez d'ailleurs à Ottawa en décembre dernier pour présenter cette demande de fonds-là devant le CRTC. Quelle a été la réponse à première vue? Bien, c'est sûr que le processus de consultation, il est extrêmement long. Là, le processus de consultation, il consulte. Donc, quand on est invité à aller devant le CRTC, c'est parce qu'eux autres, ils veulent nous écouter. Donc, on n'a pas une rétroaction immédiate, malheureusement. On n'a pas une réponse à nos demandes tout de suite. Il va falloir que le processus de consultation se termine. Le processus est en 3 phases et devrait se terminer théoriquement en décembre 2024. Donc, on est vraiment loin d'avoir fini. Donc, ça, c'était la phase 1. Il va y avoir une phase 2 et une phase 3. Donc, notre objectif, bien, c'est de toujours être en contact puis être reconnu comme des partenaires incontournables puis que notre intention soit entendue. Puis je pense qu'elle fait extrêmement de sens parce que si l'objectif, c'est d'amener les entreprises en ligne à respecter des critères, tout comme les EDR en ce moment doivent le faire par leurs conditions de licence, bien, ce serait normal qu'eux le fassent aussi. Si les EDR financent la TV communautaire, les entreprises en ligne devraient le faire aussi. Donc, notre demande est tout à fait légitime. C'est pas du tout farfelu. Donc, c'est pour ça qu'on est très optimiste. Est-ce qu'il y a d'autres pays à travers le monde qui régissent un peu c'est Netflix, par exemple? Ou c'est vraiment tout nouveau au Canada là, de faire ces demandes-là? Non, il y en a d'autres ailleurs. Évidemment, ailleurs, je ne pourrais pas parler, par exemple, pour le financement de la production communautaire, la production de contenu d'accès. Par contre, oui, il y a plein d'autres pays qui ont fait des ententes avec... c'est sûr qu'on a tendance à nommer Netflix, là, mais c'est les entreprises en ligne, là, en général. Donc, oui, il y a les pays européens ont fait ce même genre de demande-là parce que, un peu comme nous ici, où on veut essayer de protéger notre culture puis s'assurer qu'on ait les moyens de produire un contenu qui nous ressemble, les autres pays font la même chose. Donc, c'est toujours pour favoriser la création de contenu local puis s'assurer qu'il y ait des productions vraiment qui viennent de l'endroit puis qui respectent ce qu'eux ont déterminé comme étant du contenu local. Oui. Et bon, on parle de plateformes en ligne. Évidemment, les habitudes de consommation des gens ont changé au cours des dernières décennies. Les nouvelles générations regardent de moins en moins la télévision ou le câble. Donc, c'est quoi l'impact, selon vous, dans les années à venir
que ces habitudes de consommation ont sur les télévisions communautaires? Bien, en fait, l'impact, c'est sûr que là, il y a un impact financier qui a été ressenti rapidement. Parce que je vais donner l'exemple, en fait, de la Couronne de Montréal, ce qu'on appelle la Couronne de Montréal. Vidéotron finançait la production communautaire à hauteur de 1,5 % de ses revenus bruts. Puis le CRTC a autorisé en 2016 que les EDR en région urbaine cessent le financement de la télévision communautaire dans ces régions-là pour envoyer ces fonds vers la production de nouvelles privées. Donc, si on donne l'exemple d'ici, Vidéotron a reçu l'autorisation du CRTC de cesser de financer MaTV à Montréal pour envoyer de l'argent chez TVA pour financer les nouvelles à ce moment-là. Donc, c'est sûr que c'est un impact direct. Donc, c'est 7 TV communautaires qui ont maintenant plus de financement du câble aux distributeurs pour financer leur production. La distribution, la diffusion continue, ça n'arrêtera pas, c'est évident. Mais c'est un impact direct de cette réglementation-là du CRTC. Puis, nous, ce qu'on considère, c'est que c'est une réglementation qui n'a pas du tout fonctionné parce qu'il n'y a eu que des coupures là, depuis les dernières années dans toutes les entreprises de distribution sur les nouvelles. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est une mesure qui a fonctionné. C'est pour ça qu'on demande au CRTC de bien réfléchir à ce qu'il va mettre en place maintenant puis de s'assurer que l'argent qui est investi dans la production locale reste. Donc ça, c'est une des conséquences directes, mais évidemment, moins il y a de gens qui s'abonnent au câble, moins il y a de revenus possibles pour la télévision communautaire. C'est pour ça qu'il faut varier les sources de revenus, puis s'assurer de faire payer tous les distributeurs de ce contenu-là à la création du contenu local. Mais est-ce qu'il se pourrait puis là, pour ne pas le nommer, qu'un Netflix dise « Ah ben non, on ne veut pas payer, on va juste arrêter de diffuser nos contenus au Canada, par exemple. » Un peu comme Facebook l'a fait. Oui, je serais pas à l'aise d'aller jusque-là. Peut-être, oui, tu sais, je sais pas. Ils pourraient le faire. Est-ce que ce serait une décision stratégique? Est-ce que ce serait une bonne décision d'affaires? Je pense pas, mais tout ça, c'est des négociations. Donc, c'est les montants qui vont être négociés puis les conditions qui vont être négociées. Donc, oui, ils ont un certain pouvoir de leur côté, mais je pense que nous aussi, en tant que société puis pays, on a un certain pouvoir, tu sais, en tant que consommateur, mais aussi en tant que citoyen, de dire, nous, on veut se retrouver à l'écran puis on trouve ça normal, c'est ça qu'on veut consommer. Donc, c'est aussi de cette manière-là qu'on peut l'exprimer. Oui, exactement. Donc, c'est de créer aussi de sensibiliser les citoyens à ces enjeux-là, aux différents défis. Puis, d'ailleurs, comment est-ce que, en fait, quelles initiatives sont mises en place présentement pour valoriser la télévision communautaire à travers le Québec? C'est sûr que nous, on a commencé, en fait, depuis l'an dernier, à visiter différentes écoles qui forment les futurs journalistes, les futurs monteurs, tous ceux qui vont travailler devant et derrière la caméra pour leur faire connaître notre réseau, pour qu'ils sachent que ça existe, parce que souvent, les gens ne connaissent simplement pas l'existence de la télévision communautaire. Fait qu'on est un terreau vraiment très intéressant, je pense, pour venir s'exprimer puis venir expérimenter parce que la télévision communautaire permet ça. Il y a une très grande liberté dans ce qu'on peut faire chez nous. C'est beaucoup moins régi par des règles hyper strictes de temps ou Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans la dernière année pour se faire connaître, inciter les gens à venir travailler avec nous. Oui, c'est ça. Oui. La Fédération, vous regroupez 41 télévisions régionales dans 15 des 17 régions administratives. Et parmi celles-ci, il y en a qui sont là depuis près de 50 ans. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette longévité? Bien, moi, je pense que c'est vraiment la mission vraiment très nichée de la TV communautaire que personne d'autre peut réaliser. C'est d'avoir du contenu qui est fait et qui reflète la vie des citoyens, peu importe où ils sont. Dans les grands réseaux, tu sais, oui, il y a énormément de contenu produit, sauf que ça vient beaucoup de Montréal, même les nouvelles, je veux dire, tandis que la TV communautaire est ancrée dans son milieu, elle travaille avec son milieu, elle met de l'avant toute la vie
la vie communautaire qui se passe dans son milieu. Donc, on a vraiment un créneau unique qui fait en sorte que je pense pas que peu importe les abonnements au câble ou quoi que ce soit, la TV communautaire va disparaître parce qu'il n'y a personne d'autre qui remplit ce mandat-là. Donc, moi, je pense qu'on est là pour rester. Oui. C'est juste important de rester à l'affût de toutes les manières, les nouvelles manières de travailler puis de diffuser. Puis c'est pour ça qu'il faut travailler avec nos partenaires partout au pays puis dans la province pour se renouveler. Mais oui, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on est toujours là après 50 ans. Oui, et vous l'avez dit, je pense que c'est une des forces des télévisions communautaires, c'est leur résilience et leur pouvoir, leur capacité d'adaptation. Donc, oui. On va souhaiter, TVR9 va fêter ses 55 ans sous peu. Donc, on va souhaiter un autre 55 ans pour nous et pour toutes les autres également. Ben oui, absolument. Merci, Mme Hintz, d'être passée dans nos studios. Ça fait plaisir.